Sépharim, bienvenue dans notre émission de conversation sur les livres avec des auteurs, comme on dit, engagés, forcément engagés par la parole et non par le glaive sur Radio J. C'est ce que dit la Bible juive des écrivains, des artistes, qui ne détestent pas de porter le fer dans la plaie, Israël, le conflit centenaire, bien sûr, de nations, de peuples, de religions, un conflit insoluble peut-être entre les Juifs et les Arabes. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, je rappelle évidemment à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Europe, de la Shoah d'ailleurs, du 19e, 20e siècle, les mondes juifs, la culture juive. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le cadre de cette émission. On aime connaître les choix, les préférences, les goûts littéraires et musicaux de nos invités. Vous avez consacré beaucoup de temps à des travaux sur l'antisémitisme de la Shoah. Vous étiez d'ailleurs le rédacteur en chef pendant de longues années de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au mémorial de la Shoah. Mais là, vous nous revenez avec un livre, d'ailleurs qui a un très grand succès déjà. C'est une collection fameuse, la collection Que sais-je, que tous les étudiants, même les plus anciens, ont connue. C'est une prestigieuse collection et surtout avec vous une mine assez érudite, mais accessible de connaissances sur ce fameux conflit israélo-arabe. Je pèse d'ailleurs mes mots, je les précise. Les origines du conflit israélo-arabe, 1870-1950. C'est donc Georges Bensoussan. On en parle avec vous. Alors Israël en ce moment, à nouveau, depuis le début de cette année 2023, est réprouvé, critiqué violemment, à la fois pour ses affaires internes, mais aussi la réviviscence du conflit armé en cette année 2023. Alors, la critique, Georges Bensoussan, d'Israël, évidemment, n'est pas nouvelle, elle est même presque consubstantielle à la naissance même de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'Israël, la cause semble parfois entendue? Israël est l'oppresseur, Israël est le colonisateur. Oui, Israël oui, une forme de conformisme, si vous voulez. La diabolisation d'Israël, sa criminalisation fait partie de la doxa de l'époque, ça fait partie du conformisme, c'est-à-dire en fait tout ce qui empêche de penser. Ça ne veut pas dire qu'Israël est vierge de tout reproche, pas du tout. Ça signifie simplement qu'Israël, c'est une situation historique comme les autres, qui mérite un examen historique comme les autres. Donc ni angélisme, ni diabolisation. Ni angélisme, ni diabolisation. Pour autant, pour rester on va revenir tout à l'heure dans l'histoire, parce que vous faites ce travail assez fondamental de recherche des origines. Et on va voir que vous trouvez, vous, des dates butoirs qui ne sont pas exactement les mêmes que des historiens classiques. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ce conflit semble insoluble. Vous dites dans ce livre, vous allez à la racine, mais enfin la racine, c'est pas l'Antiquité juive, Non, c'est plutôt ce fameux 19e siècle, oui. naissance des nationalismes. C'est ça. On peut dire ça? Oui, tout à fait. Il faut relier ses origines à l'Europe des nationalités, parce que ce qui va se passer dans la communauté juive de Palestine dans ces années 1860-70, bien avant l'émergence du sionisme, c'est une forme de réveil culturel qui embraye sur un réveil national. Et donc on est dans la logique de l'Europe des nationalités du 19e siècle, tout à fait. On peut faire peut-être un peu la géographie historique de cette région avec vous, Georges Bensoussan, parce que là, on a l'impression qu'on connaît, il y a Israël, les territoires, oui, comme on dit, la Judée-Samarie. Mais en fait, la Palestine, dès qu'on l'entend, c'était pas du tout. D'abord, c'était pas appelé Palestine à l'époque. Exactement. C'est-à-dire, si on reprend les dates que j'indique et qui effectivement sont pas les dates orthodoxes, mais je peux expliquer pourquoi tout à l'heure. La Palestine en tant que telle, c'est un terme qui n'est utilisé que par les Occidentaux, oui, qui utilisent également le terme de Terre Sainte. D'ailleurs, c'est pratiquement dans ces époques-là, d'époque moderne et contemporaine, que la chrétienté invente la terminologie de Terre Sainte. En fait, les Juifs l'appellent Eretz Israël, et les Arabes de Palestine, qui sont musulmans en grande majorité, à 90% musulmans et à 10% chrétiens, les Arabes de Palestine l'appellent la Syrie. Ça fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle la Syrie. C'est très indistinct et qui comprend la Syrie du Sud précisément. Mais globalement, quand on leur demande à quel ensemble ils appartiennent, ils répondent la Syrie, ce qui correspond pour nous aux États actuels du Liban, de Syrie, d'Israël,
de Jordanie et des territoires palestiniens. C'est très vaste. Et s'il faut préciser à quelle Syrie ils appartiennent, ils préciseront qu'ils ne sont ni de Damas, ni d'Alep, ni de Beyrouth, ils sont de la Syrie du Sud. C'est le terme exact qu'ils emploient en arabe, la Syrie du Sud. La Syrie du Sud. Absolument. Le terme Palestine sera en usage dans le vocabulaire palestinien, dans le vocabulaire arabe palestinien, à partir des années 1910 et franchement popularisé à partir des années 1920. Et un peu contraint et forcé parce qu'en réalité, ils ont toujours voulu se dénommer Syriens, mais à partir du moment où la Syrie, en 1920, devient un mandat français, alors la Palestine, amputée de sa fameuse Syrie, oui, elle est bien obligée de se replier sur ce nom de Palestine que le reprennent les Anglais avec le mandat de 1922. Alors j'aurais pu commencer par cette question. Vous avez écrit beaucoup sur Israël, notamment un livre sur l'histoire politique intellectuelle du sionisme. Ça, c'est très important pour nos auditeurs qui savent, eux, que le sionisme n'est pas un gros mot. Mais là, vous avez du mal aujourd'hui, enfin, je ne parle pas de vous en général, mais les intellectuels, les historiens qui parlent du sionisme, pour en faire autre chose qu'un gros mot, parce qu'on a l'impression oui, que c'est vraiment une plaie, le sionisme. Oui, ça fait partie de cette logique de diabolisation dont je parlais tout à l'heure, qui est aux antipodes du travail intellectuel, c'est aux antipodes d'un travail historien. Encore une fois, quelques jugements qu'on porte sur le conflit ou sur les protagonistes, l'important c'est de dédiaboliser les objets de l'histoire et de les traiter, de les regarder en historien, c'est tout, c'est-à-dire de les dépassionner. Ça me fait toujours penser, si vous voulez, cette passion qui est investie dans ce fameux conflit qui dure depuis 140 ans. C'est probablement le plus vieux conflit de la Terre. Ça me fait toujours penser aux mots du grand historien médiéviste Marc Bloch, oui, qui, dans les années 30, dans les querelles qui agitaient les historiens de la Révolution française, leur avait lancé ce mot extraordinaire. Il avait dit, par pitié, robespierriste, anti-robespierriste, dites-nous quel fut Robespierre. C'est la même chose ici. Au-delà de toutes ces invectives et de tous ces anathèmes et de tous ces louanges, dites-nous ce que fut le sionisme et dites-nous ce que furent les origines de ce conflit. C'est tout, en historien et pas en militant. Alors on va faire en historien, et vous, en bon grand pédagogue que vous êtes, Georges Bensoussan, avec ce livre qui est cette collection évidemment que tout le monde connaît, les que sais-je, ça nous rappelle nos années estudiantines, les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950. D'habitude, on a plutôt tendance, Georges Bensoussan a commencé par plutôt les 1882, les premières aliotes, les premières montées des Juifs en Israël. Vous commencez par 1870. Mais avant de répondre à cette question, rappelons quand même à nos auditeurs qu'il y a toujours eu une communauté juive dans cette région-là. De Eretz Israël, toujours Palestine, eu une permanence de la communauté juive, plus ou moins importante selon les époques. Il y a toujours eu également un filet d'immigration en Palestine, appelons-la comme ça par commodité, pour les auditeurs ou pour les lecteurs. Mais c'est une immigration qui n'a rien de politique, c'est une immigration religieuse. On vient auprès de la Terre Sainte, Eretz HaKodesh, qui n'est pas la Terre Sainte d'ailleurs, c'est la terre où réside le sacré, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas de Terre Sainte. Pour être plus près au moment de la résurrection des morts. Bon. Alors ça, c'est intéressant de rester un instant sur la différence entre une terre sainte, acception chrétienne, oui, et la terre où réside, comme vous dites, le sacré. Le Eretz HaKodesh, en hébreu, littéralement, c'est la terre où réside le sacré, le Kodesh. Il n'y a pas de terre sainte, on ne sacralise pas la terre. La terre n'est pas sainte en soi. Et donc ça, c'est très important pour tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans le conflit que l'on sait en Israël. Il n'y a rien de saint dans la terre. Il y a une terre où réside le sacré, mais la terre en elle-même n'est rien. Ça, c'était un peu aussi des enseignements du grand savant Leibovitch. Je ne sais pas, mais c'est très bien si je le rejoins, mais je ne l'avais pas lu. Absolument sur ce terrain-là. Ah bon, très bien. La terre sainte n'est pas sainte en soi. Bien sûr, elle n'est pas sainte en soi. Je suis très heureux de savoir que je le rejoins là-dessus. Shaul Leibovitch. Donc, oui, il y a toujours eu, vous avez raison, une communauté juive. Une communauté juive qui a été rejointe par des filets d'immigrants en permanence, qui venaient aussi bien d'Europe que du Maroc, que du Moyen-Orient, etc. Mais on ne peut pas parler de sionisme à propos de cette immigration. Le sionisme, c'est un terme très politique, ou qui sous-entend la volonté de créer un foyer national juif qui aboutira demain à un État. On ne peut pas parler de sionisme pour des immigrants qui viennent pour des raisons religieuses. Alors, cette définition du sionisme, elle est très variable selon les intellectuels, les historiens et surtout les politiques. Sionisme, c'est quoi? C'est l'idéologie de libération du peuple juif? Pas une idéologie, non, c'est pas une idéologie, c'est un courant national qui postule qu'il existe une nation juive par-delà la dispersion. Cette nation juive
elle est structurée autour d'une langue qui est l'hébreu et autour d'un livre qui est la Bible, la Torah, qui est rédigée en hébreu et non pas en araméen, et que ce peuple dispersé a besoin dans les temps modernes, où l'émancipation n'a pas suffi à éradiquer l'antisémitisme, ce peuple dispersé a besoin de se restructurer autour d'un État-nation, qui sera l'État juif, mais pas seulement parce que l'émancipation n'a pas donné le résultat escompté, mais aussi parce que lorsque, avec la sécularisation des cadres de pensée, on pense de plus en plus profane et laïque, des juifs qui ne veulent pas cesser d'être autre chose, comme le disait Adam, que les fils de leur père, doivent se redéfinir autrement que par la Torah ou la synagogue. Et cet autrement, c'est la nation. Ils appartiennent à une nation qui s'appelle la nation juive. Il s'agit donc de créer cet État à partir de cette nation juive et à partir de l'hébreu qui fédère tous ces juifs. Car l'hébreu est la seule... fondamentale de la renaissance de la langue. C'est fondamental parce que c'est la seule langue commune. Le yiddish, le ladino, le judo-arabe sont des langues communautaires, ce n'est pas une langue commune. Alors, on peut revenir sur l'année 1870. Pourquoi commencer 10-12 ans avant la première alia? Parce que ce qui est souvent occulté, c'est qu'avant l'arrivée des premières aliotes, 1882, la première 1904, la deuxième, il existe dans cette communauté juive de Palestine, en majorité séfarade, un réveil de l'hébreu, un réveil hébraïque, de la langue hébraïque autour de la naissance de journaux en hébreu. En 1863 apparaît le premier journal en hébreu qui est Alevanon. En 1870, le deuxième, Alevanon, donc c'est le Liban. Le deuxième, c'est Ahavat Selet, le Lys. Et c'est d'ailleurs concomitant de la renaissance d'une presse hébraïque en Europe au même moment, parce que c'est dans ces années 60 que Moshe Smilansky, qui est à Vienne, crée le périodique Hachachar, l'aube, la traduction c'est l'aube, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Bon, ce réveil de la langue, qui n'est pas seulement une langue liturgique, mais qui va devenir une langue journalistique et bientôt littéraire, va devenir également, à partir du Yishuv séfarade des années 1870-80, donc avant l'arrivée des sionistes de Russie ou d'ailleurs, va devenir une langue d'enseignement dans les écoles primaires et plus tard dans les lycées. Tant et si bien que l'Académie de la langue hébraïque est fondée par David Yelin, par Nissim Béar et par évidemment Ben Yehuda. Mais Ben Yehuda s'est appuyé sur ses amis séfarades que je viens de citer, sinon il n'aurait rien pu faire. Ils vont créer en 1890 l'Académie de la langue hébraïque. Or, si j'insiste sur cette date, c'est parce que cette date n'a rien à voir avec le sionisme moderne. 1890, c'est 7 ans avant le congrès de Bâle de Théodore Herzl, le fameux premier congrès sioniste de Théodore Herzl. Donc, vous voyez, il existe un réveil de la nationalité hébraïque, je dirais, en Palestine avant l'arrivée des sionistes, et le mouvement sioniste va le rejoindre et va s'y fédérer, non sans conflit d'ailleurs, puisque les conceptions ne sont pas les mêmes entre le Yishuv séfarade et ces Ashkénazes qui arrivent de Russie pour l'essentiel. D'ailleurs, ceux qui étaient de toute éternité, si j'ose dire, en Eretz Israël, dans cette région-là, étaient plutôt des juifs séfarades. Alors séfarades, oui, en majorité des juifs séfarades, effectivement. Il y a une communauté ashkénaze qui est minoritaire et qui est une communauté largement orthodoxe. La communauté séfarade, c'est une communauté qui est arabisante, pour une part, ou parlons le ladino, pour l'autre. Ladino. Espagnol, bon. Et la langue commune entre toutes ces communautés, y compris avec les Ashkénazes, c'est l'hébreu, bien sûr. Donc l'hébreu n'a jamais été une langue morte comme le latin. L'hébreu est une langue vernaculaire. Et ça, il faut le redire. Qui sert des communications entre les communautés. Quand un rabbin de Pologne rencontre un rabbin du Maroc, quand ils correspondent, et ça a existé, c'est pas une, il y a beaucoup de courriers, pas une imagination. Absolument, il y a eu des correspondances. Ils s'écrivent en hébreu. C'est ça le génie, on peut dire aussi, du mouvement sioniste, c'est d'avoir Alors, cette langue, en tous les cas, il ne pouvait pas y avoir réveil national sans réveil linguistique. C'est à partir du réveil culturel autour de l'hébreu que la nation peut se reconstituer, qui aboutit ensuite à la formation d'un État. C'est ça les étapes. La culture embraye sur le politique, qui devient ensuite l'étatique. Alors avant qu'on continue à évoquer justement ces origines du conflit israélo-arabe, 1870-1950, on a parlé 70, vous venez de le dire, Georges Bensoussan, 1950, on verra pourquoi vous vous arrêtez à cette date-là. Mais auparavant, peut-être, c'est une question qu'on doit vous poser quand vous allez dans les émissions de télévision, les radios, en dehors de Radio J. Mais il faut bien que ce mouvement sioniste ait quand même une origine. Il la tient de quoi? Le fait de l'histoire juive biblique, que certains diront mythique. Est-ce que c'est ça, la légitimité d'un mouvement national qui s'est
créé au XIXe siècle. Sa légitimité, c'est un mouvement atypique, parce que tous les mouvements nationaux tels qu'ils se forgent au XIXe siècle, qui partent de la culture, de la littérature pour aboutir à la nation, en Europe orientale ou en Europe centrale, le mouvement tchèque, le mouvement slovaque, le mouvement hongrois, le mouvement roumain, le mouvement polonais, etc., ils ont une base territoriale. Le mouvement juif, lui, qui repart de l'hébreu, il n'a pas de base territoriale. En cela, c'est un mouvement totalement atypique. C'est un mouvement unique, complètement singulier. Bon, alors quelle est sa légitimité pour venir sur cette terre-là? Quand on fait la généalogie du mouvement sioniste, on s'aperçoit que très vite, le mouvement sioniste, dans sa majorité, un mouvement russe, la majorité des délégués au premier congrès sioniste sont russes, les 2/3. Bon. Constate que la seule terre où les Juifs puissent s'ancrer et y forger un État demain, c'est la terre d'Eretz Israël ou la Palestine, comme on voudra, parce que c'est la seule terre qui parle à leur imaginaire. Toute autre terre, que ce soit une terre aux États-Unis, il y a eu des propositions américaines, que ce soit la Géorgie, que ce soit plus tard la Crimée, ou que ce soit la proposition anglaise du Kenya-Ouganda, ce sont des projets qui sont vains, qui sont tout à fait vides sur le fond, parce que ces terres-là ne parlent pas. Alors, on dirait, mais c'est le constat, mais ces Juifs n'y habitent plus. Oui. Mais précisément, la réponse, la légitimité du peuple juif sur cette terre, la réponse de tous ces Juifs, c'est de dire oui, ils n'habitent plus cette terre, mais ils en sont habités. C'est ça la réponse fondamentale. C'est-à-dire que cette terre structure leur imaginaire. Jérusalem, par exemple, qui est constamment invoqué dans la liturgie juive, un juif pratiquant prononce le nom de Jérusalem au moins 3 fois dans la journée. Et un juif même très éloigné de la tradition et qui ne pratique pas les mitzvot, le Shabbat et tout ce que vous voudrez, quand il se marie, il prononce le nom de Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, etc. On connaît la cérémonie du verre brisé, le verre brisé en cérémonie, en hommage au temple, souvenir de la destruction du temple. Et de la même façon, lorsqu'il commémore le Seder de Pessah, par exemple, on en arrive toujours à cette fameuse phrase, l'an prochain, Jérusalem, etc. Donc, au cœur de la liturgie juive, il est bel et bien cette terre qui les structure. Et c'est en ce sens que la légitimité réside. Alors, évidemment, il y a eu énormément de débats, de querelles dans les années 1920, 30, 40, sur le fait que si tous les peuples faisaient la même chose, eh bien, ce serait le chaos général à l'échelle planétaire. Le problème, c'est que les peuples ne font pas la même chose. Pourquoi? Parce que si vous prenez le peuple italien descendant de l'Empire romain, il pourrait demain revendiquer l'Angleterre. Oui. Parce que le mur d'Adrien, l'Empire, le mur d'Adrien était construit entre l'Écosse et l'Angleterre. Oui, mais la question est la suivante. Ils ne le font pas. La question est la suivante. Que représente l'Angleterre pour l'imaginaire italien d'aujourd'hui? Mais rien, strictement rien. Et que représente la terre d'Israël pour les Juifs d'aujourd'hui comme d'hier? Mais forcément tout, sur le fond. C'est un peuple qui est structuré autour d'une langue. Laquelle langue est l'hébreu? Et l'hébreu, c'est la langue qui a servi à écrire ce livre sur cette terre-là, et un livre qui ne parle constamment de cette terre-là. C'est-à-dire que la toponymie elle-même est hébraïque. Si vous prenez une carte de la Palestine en 1880, les Anglais ont fait des relevés extraordinaires dans les années 82-85. Prenez une carte de la Palestine, vous avez des toponymes turcs, vous avez des toponymes arabes. Mais si vous regardez bien l'équivalent dans la Bible juive, vous verrez que derrière ces toponymes arabes ou turcs, vous avez le toponyme hébraïque qui a été légèrement modifié. Par exemple, au sud de Tel Aviv aujourd'hui, vous avez un embranchement, un carrefour qui s'appelle Bet Dagan. Bon, Bet Dagan, c'est Bet Dajan à l'époque arabe. Oui. Mais si vous allez du côté biblique, vous retrouvez effectivement le nom de Bet Dagan. Alors le nom ancien. Très bien, Georges Bensoussan, dans ce livre, les origines religieuses, politiques, finalement de la naissance de ce courant qui est le sionisme. Donc ça, c'est un phénomène politique contemporain. Mais vous n'échappez pas, depuis quelques années, à l'idée même qui détruit en quelque sorte l'idéologie sioniste, c'est de savoir s'il y a véritablement un peuple juif. Est-ce que vous avez été amené à répondre à ce genre de questions? Des livres ont été écrits il y a quelques années. Oui. Le peuple juif existe-t-il vraiment? Alors, les livres auxquels vous faites allusion, entre le livre de Shlomo Sand, le peuple juif est inventé. Mais tous les peuples sont inventés. Tous les peuples. Un peuple, c'est un imaginaire. Tout simplement, on imagine, un peuple, c'est pas biologique, un peuple, c'est culturel. C'est-à-dire que demain, celui qui se réclame du peuple juif et qui n'a absolument aucune descendance juive biologiquement parlant, il est juif, tout simplement. Il appartient au peuple juif. Un peuple, au sens rhénanien du terme, au sens de la Révolution française, c'est un agrégat culturel autour de valeurs communes, d'une histoire commune, d'une langue commune et d'un avenir commun. C'est tout. Donc, construction imaginaire, le peuple juif, oui, bien comme sûr. Le peuple français, comme tous les autres peuples.
C'est tout. Donc à partir du moment où des individus se définissent comme juifs par la nationalité, pas seulement par la religion, parce qu'ils ne pratiquent plus le judaïsme au sens des mitzvot, mais ils estiment, comme disait, je reviens sur la phrase d'Achadam qui est très belle, ne pas pouvoir être autre chose que les fils de leur père, et qu'ils donnent donc une définition nationale de la judéité, eh bien ils sont juifs. Et c'est à eux de décider ce qu'ils sont, pas aux autres. Vous écoutez Radio J, Sépharim. Nous avons toujours le plaisir de recevoir l'historien Georges Bensoussan. Son livre, dernier en date, qui est un que sais-je, qui a déjà beaucoup de succès, mérité, s'appelle Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950. On va continuer à essayer de comprendre justement qu'est-ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans ce conflit qui perdure depuis 140 ans. On va marquer une petite pause comme il se doit dans cette émission avec de la musique israélienne, même de la musique israélienne des pionniers. Et nous retrouvons notre invité de Sépharim, l'historien Georges Bensoussan, qui connaît bien évidemment l'histoire du monde juif, marqué aussi par la Shoah. Alors on a eu l'occasion avec vous, dans vos derniers les livres précédents, vous teniez beaucoup à cette idée force, c'est de dire que la création de l'État d'Israël n'est pas le cadeau donné aux nations après la Shoah. Ça, c'est important de le redire. Et d'ailleurs, on le comprend évidemment dans ce livre dont vous tirez toutes les origines même à la fois du sionisme et de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'est pas le résultat de la Shoah. Que la Shoah ait apporté ensuite un surcroît de légitimité à la création d'un État juif, oui, c'est vrai. Mais qu'il y ait un lien de causalité entre la catastrophe et la création de l'État, non. C'est même l'inverse. La catastrophe a failli faire en sorte que l'État ne voit jamais le jour. Et là, on n'a pas le temps dans cette émission d'entrer dans les détails. J'en donne quelques exemples dans le livre, mais enfin, chacun sait qu'entre 40 et 44, le moral de l'état-major sioniste en Palestine, à commencer par Ben Gurion, s'effondre littéralement. Tout simplement parce qu'il pense que les troupes nécessaires pour fonder l'État juif ne seront pas au rendez-vous demain. C'est en quoi ils ont raison d'ailleurs, en partie. Georges Bensoussan, on parle depuis le début de notre émission sur les origines du conflit israélo-arabe. On s'est situé dès le départ du côté juif, si l'on peut dire. Je dis à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, que vous travaillez de façon, même si vous êtes juif, vous êtes impliqué, on peut dire, dans cette histoire du peuple juif, mais vous avez travaillé avec des sources qui ne sont pas absolument des sources apologétiques du sionisme et de l'histoire d'Israël. Ça, c'est important à dire. Alors, revenons un instant sur l'autre côté, c'est-à-dire les Arabes, mais les Palestiniens. Je reviens d'un mot sur les sources. Je fais le travail d'un historien, c'est-à-dire que je suis pas... Je ne m'attelle pas à un livre pour faire l'apologie ou au contraire la destruction de tel ou tel sujet. J'essaye de comprendre simplement. Donc sur un tel sujet, il faut évidemment aller regarder du côté des sources arabes, quand elles existent et quand elles sont disponibles en langue occidentale, et certaines sont disponibles, heureusement. Bon. Et alors, quand on regarde du côté arabe ce qui se passe, c'est une situation très complexe parce que ça nécessite les origines du conflit, d'interroger ce qu'est la société arabe palestinienne au milieu du 19e siècle. Ensuite, comment elle réagit à l'arrivée des premiers sionistes. C'est-à-dire avant 1914, que je raconte. Parce que je pourrais vous poser la question plus simplement et plus directe. Les Palestiniens, les Arabes de cette région, qui ne se nomment pas eux-mêmes Palestiniens, ils se nomment pas Palestiniens. Les Arabes de cette région ont leur légitimité à être sur cette terre. Mais évidemment qu'ils ont leur légitimité. Ils y résident, ils sont environ, au milieu du 19e siècle, il y a environ 500 000 habitants. Sur 500 000 habitants, vous avez environ 30 000 juifs. En 1914, on est aux environs de 750 000 habitants, avec une communauté juive beaucoup plus importante, pratiquement 70 000, donc 10% déjà. Bon. Alors, ces Arabes palestiniens qui sont, ce qui s'appelle syriens, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces Arabes sont donc musulmans en majorité. Comment réagissent-ils à l'arrivée des premiers sionistes? Quelle est la structure de leur société? Comment réagissent-ils après la déclaration Balfour? Et avec le mandat anglais, comment réagissent-ils au renforcement du foyer national juif? C'est toute cette histoire que j'essaie de raconter, de comprendre aussi du point de vue arabe, et pas seulement du point de vue juif, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a affaire à un peuple qui prend conscience de lui-même progressivement, qui a une conscience nationale de plus en plus affirmée, mais qui n'est pas une société au sens moderne du terme, au sens occidental du terme, qui est une société d'Orient, c'est la palissade de le dire, c'est-à-dire une société clanique, qui fonctionne selon un mode clanique, au sens où
le mot de nation ne signifie pas grand-chose. C'est ça que vous montrez dans le livre, c'est très intéressant. C'est le fait que finalement le peuple arabe de cette région vit de façon clanique, plutôt Oui, une population agricole. c'est une société rurale à 90%. Et ceux qui vont être à l'émergence du mouvement nationaliste arabe sont plutôt, eux, appartenant aux élites Oui, arabes. alors c'est ça la vrai différence. en Palestine comme en Syrie, comme en Mésopotamie, comme en Égypte. Et ces élites, en l'occurrence ici en Palestine, sont souvent des élites chrétiennes. Parce qu'il y a un fossé d'alphabétisation considérable entre les musulmans et les chrétiens, de l'ordre de 1 à 3. C'est-à-dire que si vous avez 25% des hommes musulmans alphabétisés, vous avez 70% des hommes chrétiens, arabes chrétiens alphabétisés. Bon. Et si vous comparez ça avec les juifs, Alors c'est 95% alphabétisés chez les juifs, du côté masculin seulement. Hein. absolument. Pour les femmes, c'est encore Y autre compris chose pour les comme juifs, chiffre, oui, y bien compris pour les juifs. Bon. Donc vous avez déjà des différences fondamentales. Et ces intellectuels-là, chrétiens, sont à la tête du mouvement, qui va devenir un mouvement national déjà avant la guerre de 14, parce que je voudrais donner ce détail, Oui. c'est que ces Arabes chrétiens qui sont conscients que le sionisme est une menace pour eux avant la guerre de 14, publient en arabe, en Palestine, en 1909, le premier livre sur le sionisme. Donc ils s'intéressent à la question, et certains d'entre eux, d'ailleurs, l'élite, cette élite chrétienne, il y a aussi quelques notables musulmans particulièrement lettrés, s'intéressent de très près aux évolutions des congressionnistes qu'ils suivent, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, par exemple. Donc il ne faut pas croire qu'on va faire une société amorphe qui ne voit strictement rien et qui n'est pas consciente du danger que représente le sionisme pour elle, pas du tout. Elle est non consciente. Mais, je dis à un instant, et je ne l'ai pas expliqué pourquoi, c'est une société dans laquelle le mot de nation ne veut rien dire, c'est le mot clan qui régit la société. Je m'explique. Dans cette société qui est rurale à 90%, les cercles d'appartenance du paysan palestinien, parce que c'est lui l'élément de base, c'est la famille d'abord. Après la famille, c'est le village. Et après le village, c'est le clan, qu'on appelle en arabe la chamoula, c'est-à-dire la tribu, si vous préférez. Et au-delà, ça n'est pas la nation ou la patrie, comme on dirait en Occident, c'est la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et ça explique très largement que dans les luttes qu'ils vont mener contre les sionistes jusqu'en 1948, qu'ils vont perdre, le mot nation ne prendra jamais le dessus et les rivalités entre clans seront toujours plus fortes que l'intérêt national. Et c'est cette division extrême des sociétés, de la société palestinienne, qui sera l'un des facteurs de leur défaite. Pas le seul, loin de là, mais l'un des facteurs de leur défaite. Et à noter, j'ajoute ceci, c'est que cette structure clanique, elle explique très largement, en grande partie en tous les cas, la criminalité arabe dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Inter-arabe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des villes arabes, vous avez une criminalité de très haut niveau par rapport à la criminalité dans les villes juives. Est-ce qu'il n'y a pas, Georges Bensoussan, je pose des questions générales, mais qui sont souvent l'occasion de débats, l'idée que finalement c'est la présence juive, ce fait que ce soit des juifs qui ont été jadis dans le Coran ou dans la juridiction arabe soumis en tant que dhimmi, en tant que opprimés mais protégés. Oui. Est-ce que c'est ça qui est au fond du sujet, la difficulté de résoudre le conflit israélo-arabe, c'est que on s'adresse à des juifs et que dans la culture religieuse, la culture historique des musulmans, c'est impossible. Alors disons que c'est un facteur central. C'est un facteur central qui est rarement pris en considération. J'ai souvent dit ici ou là quand j'intervenais qu'à l'exception de Nathan Weinstock, je connais peu d'historiens qui prennent en compte cette dimension anthropologique. Il ne faut pas oublier que là, le mouvement national arabe palestinien affronte des juifs qui sont dans le Coran, effectivement à la fois la dernière des créatures, mais en même temps aussi, dans certaines sourates du Coran, le peuple auquel on reconnaît que Dieu a donné cette terre. Il y a une ambivalence, il y a une ambiguïté qui met les Arabes musulmans de Palestine dans une position intenable, au moins jusque 1920. Ensuite, ces sourates du Coran-là seront oubliées, mais un arabe lettré qui connaît parfaitement son Coran sait qu'il y a une partie du Coran qui reconnaît la légitimité juive sur cette terre. Mais j'en reviens à ce que vous venez de dire et qui est central. Le statut de dhimmi, qui est un statut de protection, mais qui est en réalité un statut d'infériorisation du juif, comme du chrétien d'ailleurs, ce statut est l'un des obstacles les plus dirimants, les plus durs, les plus violents à la résolution du conflit. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, un juif, ça reste un sujet diminué et dominé. Et lorsqu'un juif s'éveille, s'élève, décide de parler par lui-même, s'arme, je rappelle que le statut de dhimmi interdit aux juifs
de porter ne serait-ce qu'un couteau. Et non seulement s'arme et devient un guerrier, mais un guerrier victorieux sur une population Oui, vous dites qu'il passe du arabo-musulmane. statut de femme, un C'est juif, ça, à oui. un statut tout d'un coup de soldat guerrier. Absolument. Guerrier et victorieux. Et Et victorieux. commandant des musulmans. Ça aussi, vous Ce le qui dites, on est ne un... supporte pas la victoire des juifs. Bien Hein, sûr, les vainqueurs, c'est insupportable. bien sûr, c'est un non-sens absolu. C'est quelque chose de très difficile. C'est une véritable révolution copernicienne. Enfin, et c'est l'une des causes majeures de l'enquistement du conflit. Alors, dernière question aujourd'hui, on pourrait vous écouter évidemment des heures dans Sepharim, Georges Bensoussan. 1870, on a bien compris. 1950, c'est 2 ans après la création de l'État d'Israël. Vous Oui. arrêtez là. Alors, cette question-là, et puis en finissant, est-ce que vous, d'un point de vue, on peut dire cette fois-ci, de citoyen, de juif, de français, d'israélien, je ne sais pas si on peut vous dire comme ça, vous croyez encore à une possibilité de fin de ce conflit Alors, de 140 ans. 1950, vous l'avez dit, bon, mais c'est la fin de cette guerre israélo-palestinienne puis israélo-arabe, c'est la création d'Israël et la non-création de l'État arabe de Palestine qui aurait dû être créé et qui a été absorbé par la Jordanie et par l'Égypte du côté de Gaza. Et puis, c'est la création de l'UNRWA, l'agence de l'ONU, qui s'occupe des réfugiés, 700 à 800 000 réfugiés palestiniens, à la suite de ce conflit. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de sortie ? Oui, toujours. Les situations historiques sont labiles, elles sont mouvantes. Rien n'est figé pour l'éternité. Celle-là est particulièrement difficile à résoudre, c'est vrai. Mais si on prétend résoudre le conflit en restant dans le tête-à-tête israélo-palestinien, je crois qu'il n'y a aucune issue. Je pense que l'une des issues possibles, c'est d'ouvrir le dialogue à la Jordanie. C'est C'est-à-dire pour qu'il ça que n'y vous aura... appelez le livre Le conflit Israélo-arabe, israélo-arabe. oui, le et non conflit n'est pas israélo-palestinien. israélo-palestinien, non, parce qu'il y a un refus arabe général de Donc l'existence vous de l'État croyez beaucoup d'Israël. à ce rapprochement de la question avec la Jordanie, qui est une Mais partie en fait tout de simplement parce que la la Jordanie, région. c'est la Palestine. La Jordanie a été 70% arbitrairement... des habitants Oui, sont d'origine, palestiniens. comme on dit, palestinienne. La Jordanie a été arbitrairement séparée de la Palestine en 1922. Donc il faut revenir à 1922 et au fait que la Jordanie fait partie de ce grand ensemble. Et s'il y a solution demain, ça passe aussi par la Jordanie. Et on l'espère, cette solution. En tous les cas, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, Georges Bensoussan, les origines du conflit israélo-arabe, pour essayer de comprendre, de tout comprendre sur ce conflit et peut-être la possibilité de le résoudre naturellement. Un livre que je vous recommande aux éditions Que sais-je, et on aura l'occasion de reparler avec Georges Bensoussan de façon plus personnelle, comme on vient à le faire sur les livres, dont il est aussi un fou des livres. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été notre Merci invité. beaucoup, Michel Zerbib.